pour ouvrir cet après-midi de débat, nous accueillons Colin Lemay. L'eau est un thème central, la question du changement climatique également. Donc, Colin Lemay, je regarde un peu mes notes, vous êtes docteur en psychologie sociale et environnementale. Et vous allez nous présenter comment on peut faire face ensemble. Peut-être juste avant, dire un mot pour me présenter, pourquoi je suis présent. Donc, je parle ici sous une double casquette, à la fois celle de chercheur en psychologie sociale. Je travaille principalement sur ce volet, sur finalement la non-adaptation de l'être humain à son environnement qui change et sur ces mécanismes qui nous retiennent au quotidien de nous adapter. La deuxième, c'est celle de conseiller auprès des collectivités, puisque cette question de l'adaptation au changement climatique, comme je dis, elle s'accompagne aussi de la question des conflits d'usage et aussi de la manière dont on repense les territoires et de la manière dont on va dire, accompagne les citoyens dans ce processus qui peut être parfois douloureux, qui est parfois un processus d'abandon, qui est un processus aussi qui touche à nos modes de vie, qui nécessite des changements comportementaux bien plus que de la connaissance. Donc voilà pour ces deux aspects. Alors le sujet, il est extrêmement large et je vous propose de le décomposer en 3 temps. D'abord de se poser la question, faire face ensemble, oui, mais à quoi exactement ? Ensuite, de questionner la manière dont on a aujourd'hui de penser, on va dire, l'adaptation au changement climatique, ou du moins la manière de continuer à vivre avec le changement climatique. On ne s'adaptera pas à tout, mais comment on va faire avec. Et puis, pour terminer, sur cette question des citoyens. Les citoyens, ils sont à la fois au cœur de nos préoccupations, et en même temps, ils peuvent être un peu parfois freins dans les propositions qu'on va faire. Comment on fait pour embarquer ces citoyens, comment on travaille avec eux, comment on les pousse aussi à passer à l'action. Tout d'abord, sur cette question de faire face ensemble, on fait face à quoi exactement ? Et là, je vous propose le regard de la psychologie sociale et au niveau des individus, de la manière dont le changement climatique il est perçu aujourd'hui. Dans les principaux sondages, on a bien on va dire, pas un consensus unanime, mais du moins une majorité de gens qui aujourd'hui reconnaissent l'existence de changement climatique, qui reconnaissent le rôle de l'être humain et de ses activités dans le changement climatique. Mais ça, finalement, cette connaissance dans les faits, sur les territoires, elle se traduit surtout par une résistance de vous, de moi, de finalement un peu tout le monde. D'une part parce que les enjeux, ils sont très grands. D'autre part parce que les solutions au quotidien, elles sont souvent méconnues. Le GIEC parle de maladaptation. Il est vrai qu'au quotidien, dans finalement ce qu'on expérimente, on va retrouver des vagues de chaleur. En fonction du territoire où l'on vit, on peut être confronté à des inondations, à des crues rapides, à toutes sortes de phénomènes, mais des phénomènes qui sont assez souvent circonscrits dans le temps et dans l'espace, et face auxquels, finalement, il est assez facile, dans un certain nombre de cas, de passer à côté, ou du moins de l'adresser plutôt dans un second temps, une fois l'événement passé. Et puis, on va se poser la question de comment on s'y adapte, comment on adapte son logement, etc. L'adaptation au changement climatique au niveau individuel, elle est souvent renvoyée à d'autres, à des experts, à la science, à la technique, à la collectivité. Elle va aussi être renvoyée auprès des assurances dans un certain nombre de cas, tant que les assurances veulent bien nous assurer. Donc voilà. Tout ça pour dire, c'est un sujet dont on n'a pas envie de s'emparer quand on est individu. Ce n'est pas un sujet vers lequel on va aller forcément. C'est un sujet qui, effectivement, cause beaucoup d'anxiété. Cette anxiété, on la capte dans les études. Mais concrètement, ce qu'on voit, c'est qu'on a souvent des réponses immédiates qui sont pires que le problème. Je peux parler de la climatisation, par exemple. Les territoires de demain, c'est concrètement les territoires d'aujourd'hui. Il va falloir apprendre à faire avec ce qui est présent et comment on va pouvoir adapter ce qui est déjà existant. C'est vrai pour les bâtiments, c'est vrai aussi pour l'économie, qui est un autre gros sujet. Et pour rebondir sur la thématique de l'eau aujourd'hui, je pense à la Bretagne, on l'a très bien vu l'an dernier sur ces questions de raréfaction de l'eau. Comment on fait aujourd'hui pour penser un tourisme, par exemple, qui soit compatible avec cette raréfaction de l'eau qui va aller en grandissant dans les années qui viennent. Comment on pense des aménagements en ville pour récupérer de l'eau, pour économiser de la ressource. Comment on fait pour avoir une population qui reste importante et pour malgré tout s'adapter à l'échelle de nos territoires, sachant tous les enjeux et toutes les barrières qu'il peut y avoir. Et puis un autre sujet, c'est finalement l'échelle à laquelle on traite ce problème. Quand on pense à la biodiversité et son érosion, quand on pense au changement climatique et à ses répercussions, qui vont toucher des territoires qui interrogent des continuités.
et sur lesquels aujourd'hui il convient aussi de se demander comment on fait pour mobiliser à ces échelles-là. Donc voilà un peu pour ce constat. Sur l'adaptation au changement climatique, comment on s'adapte aujourd'hui et comment on s'adaptera demain. On fait face aujourd'hui, on va dire, à une réponse qui est plutôt de l'ordre de la technique. Face à des problèmes, on a plutôt tendance à penser à de la technique, à essayer de placer de la technologie pour maintenir un niveau de vie. On voit aussi que le temps de développement de cette technologie et de ces réponses, elle dépasse souvent les échelles auxquelles il serait nécessaire de répondre. Le climat ne nous attend pas. C'était l'un des messages du Haut Conseil pour le climat. On voit que les choses s'accélèrent, s'emballent, et qu'on n'est malheureusement pas en capacité d'y répondre techniquement aujourd'hui. De plus, les réponses, elles sont souvent coûteuses. Je reprends l'exemple des littoraux, mais parce que je connais très bien l'exemple de l'adaptation des littoraux. On a quand même en France, pour vous donner un ordre d'idée, 500 km de littoral qui est défendu à l'aide de murs ou de digues. C'est 1/10 du territoire et c'est plusieurs millions d'euros. C'est tellement coûteux en fait comme solution qu'on a 23% de ces ouvrages qui sont aujourd'hui abandonnés ou dont le propriétaire ne reconnaît pas la possession pour éviter d'en financer l'entretien. Donc tout ça pour dire que sur cette question de la technique, malheureusement, il apparaît qu'on est sur des solutions qui sont délicates à mettre en place, surtout à des échelles aussi brèves. Donc ce qu'on a aussi, et heureusement, on va parler de solutions fondées sur la nature. Qu'est-ce que c'est la solution fondée sur la nature ? Ça va être tout ce qu'on voit, notamment en ville, autour de la désartificialisation des sols. Il y a tout un mouvement qui a commencé, qui est bien ancré aujourd'hui, de désimperméabiliser les cours d'école, par exemple, pour permettre à l'eau de poursuivre son cycle. Ça va être rendre une partie du littoral à la mer aussi, de façon progressive et mesurée, pour restaurer aussi des niches écologiques. Donc il y a un double bénéfice ici, c'est bien triple bénéfice même, si j'inclus la réduction des coûts, c'est d'être dans des solutions qui sont pérennes, qui sont peu coûteuses, et puis qui permettent des co-bénéfices à la fois pour l'homme et pour la nature, pour permettre d'agir non pas seulement sur l'adaptation au changement climatique, mais aussi sur la question de la biodiversité qui l'accompagne. Parmi les autres solutions, et là je vais rentrer plutôt sur la psychologie sociale, il y a aussi une question à laquelle on essaye de répondre et qui est fondamentale quand on parle d'adaptation au changement climatique, c'est bien l'adaptation des modes de vie. Et par adaptation des modes de vie, qu'est-ce que c'est ? Ça va nécessiter de repenser la manière dont on vit. Ça signifie d'une part manger différemment, sans doute, on va dire une alimentation qui consomme moins d'eau. Ça veut dire aussi redessiner la manière dont l'agriculture est faite et donc dont nos campagnes sont organisées. C'est aussi travailler différemment, par exemple. Je pense aux îlots de chaleur aujourd'hui, aux vagues de chaleur. Aujourd'hui, on y est assez peu préparé. On a des solutions qui sont assez peu opportunes par rapport à ça. Est-ce qu'il n'est pas nécessaire de repenser aussi nos rythmes de vie dans certains cas ? Ces deux propositions ici, deux illustrations, mais dans l'idée de bien vous montrer qu'on est aussi sur cette question dans l'adaptation de comment nos modes de vie peuvent évoluer en réponse aux enjeux qui nous font face. Sur la question de la raréfaction de l'eau, j'en ai parlé tout à l'heure, mais on a ici aussi des secteurs clés qui sont à réinterroger aujourd'hui. On a des aménagements qui sont à repenser, on a des territoires qui sont à réimaginer autour de cette raréfaction, que ce soit finalement sur des secteurs qui sont très consommateurs d'eau, mais même plus pragmatiquement, sur des territoires où on a peu d'eau disponible, notamment sur des périodes où on serait sur des sécheresses prolongées, comme on pense on va dire, comment on aménage, comment on utilise cette ressource. Et enfin, donc, tout ça nous amène à la question de la culture du risque et de la participation des citoyens. Parce que quand j'ai dit tout ça, finalement, le citoyen, il se tient où là-dedans ? On a aujourd'hui des gens qui sont impliqués, qui sont anxieux par rapport à ces questions de changement climatique. Comment on fait pour les impliquer, pour utiliser aussi cette inquiétude pour accompagner et utiliser cette énergie vive qui demande à être utile. On a en général des outils réglementaires qui organisent la manière dont l'adaptation au changement climatique elle est pensée sur les territoires. On a des outils réglementaires, que ce soit pour la gestion, la prévention, la gestion de crise, qui existent, mais finalement, ces documents, ils ont une portée assez limitée. On ne parle pas
culture du risque aussi, on parle vraiment de documents réglementaires. On a un mode de vie aujourd'hui qui finalement nous coupe de la mémoire du risque et de la mémoire de nos territoires. Qu'est-ce que j'entends par là? Les populations aujourd'hui, elles ont rarement été aussi mobiles sur le territoire. On reste rarement toute sa vie au même endroit, on déménage fréquemment, ce qui nous coupe aussi de la mémoire de notre territoire, de ses usages. La mémoire des risques et la mémoire des crues, par exemple, c'est quelque chose qu'il faut avoir expérimenté. C'est souvent assez peu matérialisé sur une commune. Comment on fait pour matérialiser cette mémoire du risque et pour faire en sorte que malgré l'immigration importante de population à l'échelle de notre territoire, on puisse garder cette mémoire du risque intacte et vive et visible et capitaliser dessus. Comment on peut la matérialiser? Alors, on peut imaginer toutes sortes de choses. Il y a des collectivités aujourd'hui qui s'emparent du témoignage de personnes qui les mettent en scène. Il y a des commémorations. On peut imaginer aussi retravailler tout ce qui va être autour des repères de crues. On peut imaginer travailler autour des ouvrages, travailler autour des, on va dire, des espaces urbains. Comment on matérialise ces risques et comment on fait en sorte qu'on transmette cette information. Encore une fois, ici, on est sur le premier volet de l'accompagnement au changement, à savoir informer les gens, transmettre une connaissance. La connaissance, comme je le disais, elle est transmise par des documents réglementaires, elle est transmise par des rapports d'experts, elle est transmise par des scientifiques. Elle est finalement assez peu à portée du grand public, et en tout cas pas sous des formats qui donnent envie d'être consultés. Donc comment on fait à l'échelle de la ville pour matérialiser ce changement climatique et pour intéresser, transmettre des éléments de compréhension aux gens? Comment on peut faire en sorte de travailler avec les citoyens sur ces questions de changement climatique? Comment on peut les mobiliser? Alors, on a différents outils. Je sais qu'au sein d'Auxilia, on travaille beaucoup sur des ateliers participatifs, notamment tout ce qui relève de la prospective. Imaginer son territoire à l'échelle 2050. C'est des choses par lesquelles on va chercher à les faire travailler, à les faire réfléchir, à les faire projeter leur territoire aussi, sachant les contraintes, sachant les enjeux, sachant on va dire, les modifications du territoire à venir. Comment on projette ce territoire, comment on imagine y vivre et comment on travaille avec les citoyens sur les réponses à apporter. Non pas que leurs réponses soient forcément expertes, non pas qu'on s'en serve ensuite pour proposer des ouvrages, etc. Mais ici, c'est encore une fois un moyen de les impliquer et notamment de les impliquer dès les premières phases de conception, par exemple, de gestion de crise, d'identifier des espaces dans la ville qui seront des espaces refuges, de construire avec eux des procédures qui seront à appliquer si jamais le risque se manifeste. On voit qu'il y a des outils qui existent déjà et qui marchent très bien. Je pense notamment à l'outil Snapcoast qui existe et qui permet par exemple aux gens de prendre en photo leur littoral. C'est une application de sciences participatives et ça marche très bien. Chacun prend en photo son littoral. Lorsqu'il se promène, on prend une photo de la côte et puis tout ça est agrégé et puis ça permet aux scientifiques ensuite de suivre le trait de côte et son évolution de manière bien plus précise sans avoir besoin de mobiliser d'outils qui sont très performants. Ça, c'est un exemple, mais il y en a plein d'autres. Ça peut être aussi tout simplement ce qu'on fait autour de la lutte contre les espèces invasives, par exemple. Je pense à des espèces végétales. Il y a un vrai sujet aujourd'hui, des espèces invasives qui se multiplient, qui se déplacent sur le territoire. Comment on forme des citoyens, comment on fait en sorte que ces citoyens s'emparent de ces sujets et aident les services dans leur détection, tout simplement, d'indiquer à quels endroits elles se trouvent, de leur proposer, on va dire, une formation sur les gestes, etc. Donc, comment on fait aussi par rapport à des enjeux qui sont très concrets d'adaptation au changement climatique pour accompagner les citoyens sur des choses qui sont utiles, qui sont aussi ludiques, c'est-à-dire qu'encore une fois, c'est un sujet qui ne donne pas envie. Donc, comment on fait pour le travailler et comment on fait pour motiver. Donc, on a tout un tas d'outils aujourd'hui qui existent et qui rendent possible ce qu'on a tendance à appeler par un mot un peu valise, qu'on appelle la culture du risque. L'idée de cette culture du risque, c'est vraiment de sortir un peu la science et l'adaptation au changement climatique des laboratoires et des bureaux d'études et de venir travailler à l'échelle des territoires avec les citoyens. De travailler avec eux, de chercher des formes, de chercher à informer, de chercher à motiver le changement, de chercher aussi à dessiner avec les collectivités ce que seront leurs évolutions et de travailler à ce que ça signifie concrètement dans l'espace urbain. Donc voilà un peu pour ce sujet. Merci. Je pense que je vais lever quand même.
Ça nous donne plein de pistes parce que finalement vous faites une superbe introduction où on voit qu'il faut vraiment décloisonner les choses. Ça me fait penser à la question des artistes aussi qui peuvent intervenir. Il y a bien sûr vous tous, puisqu'on est là pour parler du paysage. C'est au centre de vos pratiques, hein, l'eau est au centre de vos pratiques. On voit qu'il faut mobiliser l'ensemble de la société et des professionnels. Ben, je vous remercie en tout cas pour cette superbe introduction. Merci beaucoup. Merci à vous. Quand on a préparé cette table ronde, on s'est dit, forcément, on se retrouve tous dans cette problématique d'un contexte brutal où il faut s'adapter. Hein. On ne parle même plus de transition. Aujourd'hui, on parle d'adaptation. On sait que la question de l'eau traverse évidemment vos pratiques. Comment on peut faire face ensemble et comment cette dialectique, finalement, contrainte-opportunité, va créer de nouveaux paysages et va renouveler votre pratique. Première question, cette eau que nous avons tous, qui est un bien commun, d'où vient-elle? Qui gère cette ressource? Et sommes-nous tous responsables? Mais oui. Donc merci déjà pour votre accueil et pour cette table ronde. Alors pour aller jusqu'au grand cycle, j'ai choisi là de passer par le petit. Ben, en fait, il n'y a qu'un cycle de l'eau, hein. Il n'y a qu'un seul cycle de l'eau. Donc le petit, le grand, c'est un peu des commodités de langage. Mais à la fois pour dire d'où je viens et puis justement expliquer un petit peu le qui fait quoi, là j'ai pris l'exemple de l'adduction d'eau. Et donc 3 structures qui distribuent l'eau, 2 syndicats hein, sur les couleurs orange, mauve, bleu, et Dinan Agglomération elle-même qui distribue aussi sur une partie de son propre territoire. Vous voyez aussi qu'il y a des jeux interdépartementaux. En fait, très concrètement, les territoires d'Ille-et-Vilaine, de Saint-Malo et de Bretagne romantique achètent de l'eau dans les Côtes-d'Armor. Et puis, il y a une situation particulière en Vert, c'est que Eau du bassin rennais possède une ressource stratégique, hein, une retenue, le barrage de Rofemel, donc plusieurs millions de mètres cubes, est propriétaire en fait de cette ressource qui est pourtant située dans le 22. Et puis là, il y a tout un réseau qui va distribuer de l'eau sur Rennes Métropole. Donc voilà pour cet exemple. Et si on clique une fois ou deux même, on voit la carte en plus petit, mais qui est recouverte par la carte du syndicat départemental des Côtes-d'Armor. Donc cette eau potable, en fait, elle est connectée, interconnectée à l'échelle de l'ensemble du département. On ne l'imagine pas forcément souvent. Autrement dit, ça c'est un outil de solidarité, en fin de compte, qui a été construit. En 30 ans, le job a été fait. Plusieurs couleurs, parce qu'il y a des réseaux qui appartiennent à différentes structures, mais il y a des réseaux de jonction, interconnexion, qui permet, en cas d'aléa, de travaux ou de sécheresse, et bien effectivement, si besoin, de faire circuler l'eau. Donc retenez ça, parce que ça veut dire qu'il y a des gouttes d'eau qui font plusieurs dizaines de kilomètres dans l'histoire. Ensuite, eh ben, on arrive à la structure de bassin versant qui va se surajouter ici. C'est-à-dire qu'effectivement, en fait, ce qu'on avait jusqu'à présent, c'était des périmètres administratifs, hein, Dinan Agglomération, et puis la carte verte, le département, tout simplement. Et là, on voit arriver 2 périmètres des 2 structures de bassin versant, des 2 structures de schéma d'aménagement et de gestion des eaux qui existent sur Dinan Agglomération. L'Arguenon et Rance-Frémur, baie de Bosset, dont je suis président, et qui, vous le voyez, est à cheval. C'est le bassin versant qui veut ça. Évidemment, l'hydrographie et son paysage qui est à cheval entre le 22 et le 35, Côtes-d'Armor, Ille-et-Vilaine. Et là, effectivement, sur ces structures de bassin versant, il est davantage question, disons, de ce qu'a trait au grand cycle, des cours d'eau, de leur qualité, et de plus en plus, et c'est assez nouveau, ces structures de bassin versant se penchent sur l'enjeu quantitatif, ressources. Le territoire de la Rance est un territoire identifié, les cas sont très différents d'un endroit à l'autre, mais c'est un territoire très clairement identifié comme étant un territoire sous tension. Le Saint-Malo agglomération, aujourd'hui, n'est pas sécurisé en approvisionnement en eau potable. De par les mandats que j'ai dans le domaine de l'eau, que ce soit sur l'entrée d'Dinan agglomération en tant que interco, ou que ce soit sous le mandat schéma d'aménagement de gestion des eaux, bassin versant. À chaque fois, on retombe là-dessus, c'est qu'on a un peu stressé sur est-ce qu'on va arriver à passer l'été sans rupture d'approvisionnement en eau potable. Et les techniciens stressent, les élus, comme ça, et après on prend du recul, on dit c'est quand même les milieux qu'on trinquait, quoi. À l'image de cette carte, avec des photos, on voit des photos avec des cours d'eau sans eau, et de fait, les points rouges que vous voyez, c'est un système de suivi
visuel, en fait. C'est les techniciens de différentes structures qui se partagent des tournées de terrain. Et au mois d'octobre, il y a la moitié des points, des 300 points qu'ils observent, qui sont à sec. Point rouge, à sec. Point jaune, à moite-moite. Point bleu, plutôt provisionné. Et alors là, exclusivité, parce que si on clique une fois, ça m'a amené à un moment donné à évoquer cette image. Quelque part, je vois les animaux et je vois l'un en face de l'autre l'animal d'élevage et l'animal sauvage. Et en fait, dans la gestion de l'eau, il faut le savoir, dans les comités gestion ressources en eau, dans les comités sécheresse qu'on appelait autrefois, eh bien, à un moment donné, on est tous, qu'on soit élus, il y a énormément de monde dans ces réunions, c'est très ouvert, c'est très pluriel. Il y a des représentants d'associations défendant l'environnement, bref, c'est des discussions sincères, on va dire, et on se trouve face à des arbitrages de cet ordre-là. C'est-à-dire la sacralisation de l'eau potable pour abreuver l'élevage, bien entendu. On est tous d'accord là-dessus, mais en face, on sacrifie les débits des rivières, les débits réservés, si vous connaissez ce terme, on diminue le débit qu'on maintient à la rivière pour pouvoir garder de l'eau dans la retenue, dans le barrage, et approvisionner en eau potable. Et en diminuant l'eau dans la rivière, effectivement, on fait souffrir les milieux. C'est quand même un dilemme qu'on va avoir de plus en plus souvent devant nous, et heureusement, dans ces instances-là, on en parle de plus en plus souvent. Là, on voit la grande retenue de l'Arguenon en haut à gauche, élément énorme du paysage, au passage. Et il y a des canalisations, bref, du traitement, c'est des technologies énormes. Et bien, cette technologie, outil de solidarité, on est content d'emmener de l'eau potable chez chacun, etc. Cet été 2022, elle a été poussée au taquet sans précédent. Sans précédent. C'est-à-dire que les pompes ont tourné 20 heures sur 24, partout. Et alors, pour la première fois, pour ce qui me concerne, j'ai fait le transfert du défi ressources en eau au défi énergétique, parce qu'en fait, le bilan énergétique s'est dégradé. C'est-à-dire le ratio kilowattheure par mètre cube transporté, en gros, ou par mètre cube amené chez les gens, s'est dégradé parce qu'effectivement, il y a des pompes et des repompes, etc. Et donc, ça a amené une certaine conscience aussi là-dessus. On était au taquet. Alors, qu'est-ce qui se passe s'il y a une deuxième sécheresse derrière? Voilà, c'est quand même. C'est pour ça, d'ailleurs, par rapport à cette question énergétique, j'ai rajouté, si on clique, et ça, petit comparatif qui fera plaisir à Édouard, sur le bas à droite de la diapo, un Kanat iranien, mais il y a aussi la photo d'un aqueduc romain lyonnais et la carte du trajet de l'eau entre, en gros, le Pilat, Saint-Étienne et Lyon, l'adduction d'eau romaine. Effectivement, on était dans des systèmes extrêmement impressionnants et sans énergie. Gravitaire. Voilà. Y compris des dizaines de kilomètres. En haut de la dia, c'est l'infrastructure d'aujourd'hui. Enfin, on ne la renie pas, je pense qu'elle a son rôle à jouer. Enfin, bon, voilà, mais elle a ses limites. Elle a ses limites. Très énergivore. Ça nous amène à penser, Nicolas Debier, vous travaillez plutôt à l'échelle métropolitaine. Quand on est confronté à cette échelle-là, les élus, les collectivités sont confrontés à des épisodes sans précédent. À la fois stress hydrique, on a parlé beaucoup de sécheresse, mais il y a aussi les épisodes Cévenol, il y a les problématiques aussi de trop, parce qu'on est toujours entre le trop et le trop peu. Comment vous travaillez ? J'ai le droit d'aller au pupitre parce que sinon je vois personne. Ah, allez-y, si vous voulez. J'aborde les choses selon un prisme particulier. Effectivement, je dirige un bureau d'études spécialisé dans les questions d'ingénierie écologique et des milieux aquatiques avant tout. C'est-à-dire, je vais plutôt défendre la ressource en eau, les hydrosystèmes et les milieux naturels. Vous me pardonnerez. Donc effectivement, l'eau dans tous ses états, c'est une expression à multiples sens. Vous avez choisi ce titre et on est obligé de parler du cycle de l'eau, de ses états solides, liquides, gazeux. Ce qu'il faut retenir en fait, c'est que la planète c'est 70% d'eau. Sur ces 70% d'eau, 97% c'est de l'eau salée. Ça veut dire qu'il reste 3% d'eau douce sur la planète. Cette eau douce, aux 3/4, c'est de la neige, c'est de la glace. Ça veut dire qu'il nous reste un quart à gérer, qui sont des eaux douces qu'on appellera aisément accessibles. Et sur ce dernier quart, il y en a la moitié qui sont souterraines. Donc ça complexifie beaucoup nos modes de gestion. Et c'est pour ça qu'il y a ce petit graphique à la tête, c'est que quand les choses sont complexes, il faut essayer de les simplifier. Et la réalité de ce schéma du cycle de l'eau,
c'est de rappeler que tout ça, c'est des processus naturels, c'est des dynamiques. Et lorsque vous aménagez, lorsque vous réalisez un projet, lorsqu'on construit la ville, on influence ces dynamiques. Et on les perturbe parfois, ou souvent. Donc c'est l'attention principale sur laquelle on doit porter nos efforts. Limiter aujourd'hui son empreinte, c'est tenter de respecter, de protéger, de flatter, voire de rétablir les dynamiques et les processus naturels. Parce que l'eau, elle est l'élément essentiel qui conditionne le vivant, et le vivant sous toutes ses formes, c'est-à-dire pas simplement l'être humain. Si je passe à la diapo suivante, il s'avère que parallèlement, ça a été rappelé dès le début, dès l'entrée en matière de cet après-midi, il s'avère que l'adaptation au changement climatique, ou je dirais plutôt l'adaptation à la trajectoire climatique, c'est aussi très lié à la biodiversité. En fait, c'est les deux faces d'une même pièce. Et effectivement, selon la littérature actuelle, on s'aperçoit que limiter cette trajectoire de réchauffement, ça passe nécessairement par limiter notre consommation d'énergie fossile, mais ça passe aussi, à l'échelle aujourd'hui, on dit de 25-30%, par la restauration de milieux naturels, et notamment par la restauration de milieux aquatiques et des hydrosystèmes, c'est-à-dire des écosystèmes continentaux. Si je passe à la dia suivante, c'est magique, et si je fais un focus sur les cours d'eau, qui sont emblématiques. On a la chance d'avoir un territoire éminemment irrigué, 550 000 km de cours d'eau. Ce qu'il faut imaginer, c'est que ces milieux, effectivement, c'est une qualité d'eau, c'est une quantité d'eau, c'est une morphologie, c'est un support de vie, mais pour que ça fonctionne, il faut tout ce que l'homme déteste, c'est-à-dire il faut des crues, il faut des remaniements de matériaux, il faut du transport solide, il faut des variations de débit. En fait, tout ce qui crée, on va dire, l'imprévu, la variété, c'est ça qui définit les qualités de diversité biologique. Il n'y a pas de diversité biologique sans diversité physique et sans dynamique. C'était une petite introduction pour rappeler que ces milieux sont complexes. Ces conditions de ressources en eau, c'est aussi attaché, comme le montrait le premier graphique, aux conditions de sol, aux conditions d'air, et qu'aujourd'hui, il faut imaginer qu'on est à un changement de paradigme dans nos méthodes, dans nos réalisations, dans notre manière d'aménager le territoire. C'est-à-dire que pour travailler sur cette question de la ressource en eau, il va falloir avant tout travailler sur ces dynamiques, sur ces variations, sur ces nécessités à flatter les tendances, si je puis dire. On peut passer à la dia suivante. Il faut imaginer, pour les questions de l'eau, on a toujours été dans la maîtrise. On veut une eau qui doit couler où il faut, quand il faut, en quantité nécessaire, mais surtout sans excès. On nous parle toujours des questions de risque. Et là, le pire conseiller du monde du paysage, de l'urbanisme, c'est le bureau technique, c'est-à-dire celui dont je suis issu, où on vous dit toujours c'est pas possible, où on vous dit toujours qu'il faut modéliser, où on vous dit toujours attention au risque, on vous parle de la crue millénale, soit autant dire l'événement que vous ne vivrez jamais et qui n'a aucun intérêt. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, en portant attention à cette ressource en eau, à ses formes, autant les cours d'eau, les lacs, les étangs, les eaux souterraines, quand on développe un projet, on peut développer aujourd'hui un projet à plus-value environnementale. Alors, je fais un clin d'œil à Maud qui m'a dit de parler de plus-valeur, donc on va parler de plus-valeur. Mais en tout cas, on peut développer des projets à bénéfices environnementaux et même dans des milieux éminemment anthropisés et même dans des milieux donc urbains. La ville se renouvelle aujourd'hui sur elle-même, mais c'est l'occasion de la changer, de la bouleverser un peu. On parle de nature en ville.
Moi, je parlerai surtout, encore une fois, de questions de dynamique et de support. J'ai pris un petit exemple, c'est le projet de Pierre-Mille-les-Îles. On est sur une ZAC, un mot qui rappelle tout de suite la programmation, l'économie, le logement, les commerces, les questions de mobilité. Mais ce qui peut faire vraiment le projet, c'est aussi cette recherche, encore une fois, de plus-value environnementale, c'est-à-dire de coups de pouce à la nature, de coups de pouce à des services écosystémiques. Et pour cela, ça demande d'être un peu ambitieux et d'arrêter de réfléchir techniquement. C'est-à-dire la solution, elle n'est pas technique. La solution, elle est dans la philosophie, dans l'approche, dans l'ambition. Et à ce titre-là, si j'avais un seul message, je dirais pousser l'ambition le plus loin possible. Ces milieux vous le rendront bien. Donc Pierre-Mille, c'est une ZAC. On va passer à l'image suivante. La voici vue du ciel. On est à Nantes. Alors là, pour le coup, qui s'est construit selon un processus de dénaturation, et de la Loire en particulier, la disparition de bras au cours de ces 50 dernières années, le curage du lit, l'enfoncement du lit de la Loire. Et dans ce contexte de renouvellement urbain, le parti pris qui a été choisi, c'est justement de valoriser la place de l'eau, de rétablir des dynamiques qui n'existaient plus. Et ces dynamiques, c'est l'inondation, c'est la désimperméabilisation, cette capacité à la goutte de pénétrer les sols et de les rendre actifs. Là aussi, je fais une aparté, tout ce qui est technique aujourd'hui sur la réactivation des sols, les terres fertiles et tout ça. Ouais, c'est bien gentil, mais on va dire quand on bénéficie de fleuves comme cela, la meilleure réactivation, c'est de favoriser l'inondation. Dia suivante, ça veut dire qu'à un moment, on identifie la typologie des milieux. Quelle est la silhouette, la naturalité dans un contexte naturel? On identifie les modes de fonctionnement à travers ces niveaux d'eau caractéristiques, les différents types de cortèges végétaux qui s'installent normalement. Et puis sur ce milieu qui a été, ou cette zone qui a été totalement remblayée sur près de 3-4 mètres d'épaisseur, avec malheureusement des sables de Loire. Diapo suivante, s'il vous plaît. Pardon. On définit un nouveau projet. Le trait de rive, c'est le petit trait qui est en rouge, en pointillé rouge, et on dit on va libérer de l'espace. Parce qu'en fait, une manière de protéger la ressource en eau, de donner un coup de pouce à ces hydrosystèmes, à ces milieux humides, c'est de leur donner de la place et surtout de leur redonner la place qu'ils avaient. Je vais utiliser les mots de Michel Serres, qui déjà, en 1990, dans le contrat naturel, disait « Il ne faut pas simplement rendre à la nature ce qu'on lui a pris, il faut désormais lui en donner un peu plus. » Est-ce qu'on peut revenir juste avant? Donc l'idée ici, ça a été de démonter la première ligne, on va dire, de construction, de faire disparaître les anciens remblais, de retrouver, on va dire, un trait de rive qui a existé, une zone d'expansion des eaux qui a existé, et de faire, on va dire, l'éloge de l'épaisseur entre la partie vraiment habitée et le fleuve, d'où cet espace de grand parc fluvial. On peut passer à la dia suivante. Ça veut dire qu'effectivement, il faut démonter ces bâtiments industriels et ces logements anciens qui sont en rouge fanés sur la photo. Il faut travailler à de nouvelles conditions de nivellement et à favoriser ces questions de submersion. Et ça aussi, ça fait partie justement des questions de sensibilisation des populations. C'est-à-dire que la meilleure manière de ne pas connaître le risque, c'est de ne pas s'y exposer, en fait. C'est aussi simple que ça. Et puis, c'est d'en avoir conscience au quotidien aussi. Et donc, c'est de recréer ces milieux interstitiels. Et même dans une agglomération, une métropole comme Nantes, c'est possible. Je crois qu'il y a une dernière image qui montre ce parc modélisé. Et donc, vous comprendrez bien à travers cette image
Et c'est que la décennale, alors je ne vous parle pas du reste de la ZAC avec ses corridors, avec sa manière de mettre en scène les eaux pluviales, de favoriser l'infiltration. Tout ça, c'est des dispositions ou des dispositifs que l'on connaît. Mais encore une fois, aujourd'hui, l'important, c'est l'ambition que vous pouvez nourrir pour ces milieux et pour un usage un peu plus vertueux de ces eaux. Voilà, j'ai été hyper court. Merci. Marie, je pense que ce que vient de dire Nicolas résonne avec ce que vous faites. Vous travaillez, vous aussi. Alors, bon, on change tout. Pardon. Comme ça, je vois ce qui est projeté à l'écran en même temps. Bonjour. Donc, vous travaillez sur la gestion de l'eau à la parcelle depuis longtemps. La question, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais est-ce que l'eau décanalisée, c'est possible? Qu'est-ce que vous en pensez de cette expression? Oui, alors l'eau décanalisée, là je vais essayer de faire une transition avec Nicolas sur le fait que la canalisation c'est la maîtrise en fait, et donc décanaliser c'est accepter qu'on ne maîtrise pas. Et en fait l'eau canalisée ça répond à une fonction d'évacuation. Donc voilà, on prend de l'eau qui ne peut pas s'infiltrer parce que c'est imperméable et on l'envoie très vite ailleurs, très loin. On parlait tout à l'heure des kilomètres qui étaient faits pour l'eau potable. C'est la même chose pour l'eau de pluie, c'est-à-dire qu'elle n'a pas tellement le temps ou l'opportunité de pouvoir rejoindre le sol ou le sous-sol, c'est-à-dire les racines ou la nappe phréatique. Elle est emmenée très vite et très loin. Très loin, ça peut être 10, 20, 100 kilomètres, quoi. Et elle va se rejeter souvent dans une rivière, c'est-à-dire pas dans le sol. Et donc la rivière va l'emmener au fleuve et à la mer. Donc jamais elle ira dans le sol. Donc il y a une forme d'exportation comme ça de la ressource qui finit direct à la mer. Donc on a vu qu'il y avait déjà 97% de l'eau qui était salée. Donc en fait, celle qu'on a qui est douce, enfin qui pourrait être douce, si on pouvait la garder, ce serait bien. Voilà. Alors du coup, je montre des photos de Saint-Guilhem-le-Dizère, donc Sud-Cévennes, donc des endroits qui connaissent bien l'épisode cévenois, c'est-à-dire des grandes périodes de sécheresse et des pluies intenses où il peut tomber 100 mm ou 200 mm d'eau ou même plus, quantités exceptionnelles qui vont avoir peut-être tendance à se généraliser ailleurs. C'est pour ça que je montre un endroit exceptionnel, parce que c'est-à-dire qu'on sait faire aussi quand c'est exceptionnel. Donc là, je ne connais pas la date de construction de Saint-Guilhem, mais c'est 14e siècle. 14e siècle. Merci aux spécialistes. Non, c'est juste des balades qu'on fait comme ça, puis on se dit tiens, il y a longtemps ils ont fait ça bien tout simplement, c'est-à-dire l'eau reste à ciel ouvert tout le temps, donc elle est dans des attends, juste la diapo d'avant, elle est dans les rigoles, mais pas que dans les rigoles, elle prend toute la rue quand c'est nécessaire, c'est-à-dire que la diapo que vous avez au milieu, il y a les marches qui vont aux maisons, c'est-à-dire que c'est inondable jusqu'à ce niveau-là, donc ça veut dire que c'est variable. On a petite pluie, petite rigole, grande pluie, c'est la rue entière. Et donc on accepte effectivement cette fluctuation-là. Et dans cette fluctuation, ce qu'on accepte aussi, c'est le partage de l'espace et le partage des usages. Il n'y a pas un endroit pour l'eau et un endroit pour les humains ou pour la ville. C'est le même endroit. Et donc on va se le partager et ça va donner des endroits qui vont être multifonctionnels. Par exemple, cette rue-là, quand il pleut, certes, on ne peut pas se promener dedans. Mais quand il pleut à ce débit-là, on ne se promène pas de toute façon dehors. Donc ça tombe bien, c'est chacun son tour utilise l'espace. Là, on arrive, donc c'est au pied de Saint-Guilhem, donc on voit quelques massifs rocheux des Cévennes derrière. Donc on arrive sur des rivières sèches, si on peut dire, qui sont évidemment pas du tout sèches quand il a plu, et qui collectent aussi toutes les eaux donc, et de la montagne et des villages. Et on voit qu'il y a de la place qui est laissée, c'est-à-dire il y a un lit mineur, un lit majeur, enfin il y a de la place, quoi. On laisse de la place. Et puis il y a les passages à guet qui font qu'on comprend bien qu'il peut y avoir de l'eau de temps en temps. Et on rentre un peu dans la question de la gestion du risque dont parlait Nicolas Debé juste avant. C'est-à-dire quand on a un passage à guet comme ça, on sait que régulièrement, enfin ça va arriver qu'il va y avoir de l'eau et que si on veut traverser, on passera là-dessus. On peut passer. Donc la même chose là en ville, donc on voit tous les passages à guet, on voit le lit majeur du cours d'eau qui est conservé. En fait, il y a de la place. Et puis la dernière à droite, là où on voit, je la trouve
assez intéressante, même d'un point de vue artistique, en fait. C'est-à-dire qu'en attendant la pluie, quoi, en attendant la grosse pluie, on va pouvoir... on a presque envie que ça arrive pour pouvoir essayer le système de passage à gué. Certes, c'est pas PMR, mais... ok. Mais il y a d'autres endroits, après, pour les PMR. On peut continuer. Oui, voilà. Alors... Donc voilà, donc là c'était la question de l'eau décanalisée. Donc on est prêt parce que ça fait plusieurs milliers d'années qu'on est prêt en fait. On entend beaucoup parler de villes éponges, retrouver de la perméabilité. Je sais pas, je vais le dire comme ça. Oui, et il y avait un sujet sur l'accompagnement, quel choix on peut impulser. Donc il y a un cadre réglementaire, etc. Il y a les agences de l'eau qui sont un énorme levier technique et financier. Technique parce qu'ils peuvent accompagner les maîtrises d'ouvrage et les maîtres d'œuvre. Et puis les subventions énormes, énormes, nécessaires, je veux dire, à la bonne échelle, quoi. Et qui peuvent permettre de financer des projets qui ne se feraient pas sans ça, par le moyen de l'eau. Donc ça, c'est une des images, une des illustrations de l'Agence de l'eau Seine-Normandie. Donc il y a toutes les autres agences de l'eau qui produisent plein de documents très intéressants. Juste celle-ci, elle montre un peu l'histoire de la ville éponge, quoi. Donc localement, qu'est-ce qu'on fait en gros, désimperméabiliser, renaturer, végétaliser. Moi, je dirais, on imagine que tout est entièrement végétal, que a de la pleine terre partout, et on fait que le minimum en termes de voirie, etc. Il faudrait penser le truc inverse. Il ne faudrait pas renaturer. On imagine, on met tout vert et on regarde qu'est-ce qu'on doit garder vraiment. On ne pourrait pas faire sans, quoi. Et quand on regarde ça, en fait, c'est pas beaucoup. Par exemple, une voirie, ça peut être que 2 bandes roulées, quoi. Toutes les collectivités sont prêtes à entendre ça ? Globalement, je trouve que tout le monde est assez prêt parce qu'il y a besoin. Et que non seulement ça produit... non seulement il y a les besoins en termes de gestion de l'inondation et gestion de la sécheresse. Parce que quand on fait des villes comme ça, on gère les deux problèmes, on gère les deux extrêmes. C'est-à-dire que en ayant l'eau qui retourne dans le sol, c'est vraiment basique, on va pouvoir recharger les sols, recharger les nappes, et donc limiter les effets de la sécheresse, avoir de la ressource. Ça fait tout ça, ça donne aussi le débit d'étiage des cours d'eau, donc ça soutient les milieux. Enfin, c'est simple, et en même temps gérer l'épisode d'inondation. Donc on a une solution qui est à la fois qui est simple techniquement, qui est fiable, parce qu'il n'y a pas de technologie, il n'y a pas de mécanique, c'est les sols, c'est les écosystèmes, c'est les solutions fondées sur la nature, donc il n'y a pas de risque technique, il ne faut pas réinitialiser le système, ça fonctionnera, quoi. C'est rustique, c'est économique. Les seules limites qu'il y a pour l'instant, il y a des freins psychologiques. On en a parlé en introduction. Voilà, ouais, le fait de lâcher, le fait de dire ok, on ne contrôle pas que le parcours exact de l'eau, par exemple. Et puis les freins de connaissance. Donc il y a pas mal de collectivités qui peuvent accéder à des sensibilisations. Par exemple, les CAIE font des ateliers de territoire, des choses comme ça. Il y a des formations, il y a l'idée de partager un vocabulaire commun pour sortir l'eau des canalisations. Quand on la sort des canalisations, on la sort du domaine de l'ingénieur hydraulique. On la met dans le domaine de l'aménagement. Et dans le domaine de l'aménagement, le paysagiste a toute sa place, bien sûr. Donc l'eau devient une composante de l'aménagement, une composante urbaine et une matière à projet. Et il y a des petits trucs à savoir pour faire ça bien. Et ça s'apprend. Voilà, tout le monde est prêt, je pense. C'est aussi changer aussi la question des eaux pluviales et les eaux usées. Jusqu'à présent, on parle de... C'est un problème. C'est un problème, c'est un déchet. Aujourd'hui, il faut reconsidérer les choses en se disant que ça peut être aussi une ressource. Oui, alors moi je travaille moins sur les eaux usées parce qu'il y a déjà beaucoup à faire avec les eaux pluviales, et en tant que paysagiste, ma fonction est plus de travailler sur les eaux pluviales parce qu'on travaille directement sur le tissu de la ville. Mais il y a effectivement pas mal de questions sur... alors moi je suis plus motivée par les eaux grises, c'est-à-dire celles qui sortent de la baignoire, on va dire. Il y a pas mal de choses à faire. Et donc, Bruno Ricard, ici présent, avait travaillé sur des cycles de l'eau où on voit la déconnexion. Alors, la déconnexion des eaux pluviales, elle est intéressante, c'est sûr, mais il y a tout ce qu'on consomme autre qui est...
enfin, qui représente, quand on parle de faire des ressources, des réserves d'eau pluviale pour irriguer les végétaux, c'est-à-dire on va faire des cuves, par exemple, c'est pas inintéressant, mais ça me paraît compliqué la question, d'autant qu'on n'arrive jamais à avoir des cuves assez grandes, parce que finalement, la quantité de pluie qu'on reçoit sur une toiture, elle ne va pas augmenter. Et donc, cette quantité de pluie, c'est environ, en moyenne, 800 mm par an. Donc, si vous avez 10 mètres carrés de toiture, vous allez avoir 8 mètres cubes par an. Donc, c'est pas et si vous êtes tout seul à habiter sous vos 10 mètres carrés de toiture, si c'est un immeuble et que vous êtes plein, enfin, bref. Donc, ça te convient si je prends le relais? Parce que, outre des mandats d'élus qu'on a évoqués, je suis assez ému, presque peut-être, de fêter 25 ans d'enseignement à l'École nationale du paysage de Blois, notamment sur ce que tu viens de montrer. Récupérer des eaux de pluie pour les mettre dans la chasse d'eau, j'aurais tendance à dire que c'est déjà pas mal. En fait, moi j'appelle ça le circuit court de l'eau. Mais évidemment, la sobriété, qui devient un mot-clé, ce n'est pas de remplacer l'eau potable par de l'eau de pluie, c'est d'éviter la consommation d'eau. On est bien d'accord, la sobriété, c'est d'éviter la consommation d'eau, qui devient une question très sérieuse, puisqu'on est en tension, même en Bretagne. Et donc le sujet qui est là, en fait, c'est une série de visuels sur les toilettes sèches, vous avez compris. J'arrive désormais, et depuis maintenant 2-3 ans, à en parler à peu près à chaque réunion où je me trouve, sans passer pour un clown, quoi. Bientôt. Non, mais pas encore tout à fait, et pour être concret, il y a du logement social, il y a des propriétaires et locataires. 8 d'entre eux ont opté pour les toilettes sèches, d'autres font leur chemin puisqu'ils sont très pragmatiques, le système est réversible. Si un jour on vend sa maison, sur certaines photos, vous voyez le maître composteur François Garnier qui notamment a rempli sa remorque des caisses qu'il a été chercher chez les gens, renouvellement de caisses de recueil des matières fécales. Et du local technique de l'immeuble, il va à la plateforme de compostage de la Comcom. Il y a eu un accord et il y a des composteurs dédiés aux matières fécales, un petit peu mélangés avec d'autres biodéchets d'ailleurs. Bref, il y a une stratégie de filière de compostage. Donc ça va très très loin. Et du coup, particulier, non? Écosec, c'est pas ça? Là, les toilettes qu'on voit en photo, c'est un système qui s'appelle Ecodoméo. Et c'est assez pragmatique. C'est pas des toilettes. Bon, si on rentre dans la, en restant peut-être bref, mais c'est pas des toilettes à sûre, à litière. Et moi, j'ai été bluffé parce que je connais quand même un peu le sujet. Et on me dit non, là, il y a pas besoin de sûre. J'ai mis, enfin, il faut de l'apport de carbone. Et en fait, non, parce que il y a une hyperventilation des caisses. En fait, ils ont bidouillé dans le bon sens du terme. C'est très astucieux. C'est-à-dire qu'ils branchent la ventilation des toilettes, ventilation souvent double flux maintenant, etc. Ils la font passer par le caisson de recueil des matières fécales, donc c'est quand même à l'échelle, c'est très très ventilé. Et famille de 4 personnes, autonomie 6 semaines, c'est très impressionnant. C'est des solutions très concret. Sont appropriables. On va essayer à l'Envalais. Donc là, je reviens avec la fonction de maire parce qu'on a 2 lotissements communaux. Okay. Je fais mon maximum pour qu'on aille vers ça. Et cette visite du 15 mars, elle a été fabuleuse parce que des constructeurs de maisons individuelles qui quand même me regardaient avec des yeux courtois mais un petit peu ronds, ils sont venus, ils ont vu, ils ont compris, on est sortis de là, ils ont dit ok, nous on est prêts, on va faire des plans de maison où les toilettes seront un tout petit peu plus larges, bref, et donc seront compatibles toilettes sèches, qu'on ne va pas imposer aux gens, mais on va essayer de sensibiliser, de rendre l'affaire possible. Et je rejoins Marie, c'est-à-dire que en étant entouré là-dessus, on a travaillé sur les eaux grises, avec l'hypothèse des eaux grises non grasses de salle de bain, ou même d'éviers de cuisine, les eaux non grasses, donc peut-être pas celles du lave-vaisselle ou de la vaisselle, mais de les valoriser dans le jardin, de les réinfiltrer là, tout de suite, dans les sols. Oui, voilà. Bon, alors là-dessus, on pourrait passer la nuit, donc je vous laisse reprendre la main. Oui, merci. Et vous avez le petit spectacle, quand même, un dernier mot, je n'y résiste pas, mais parce que si vous entendez parler de toilettes sèches, vous allez dire, oui, économie d'eau, éviter de disséminer quand même des bactéries pathogènes dans le cycle de l'eau. Avec ça, on évite de les disséminer, on les garde, et puis on fait sécher 2 ans, et terminé. Mais la fiche de droite, c'est un spectacle qu'on a organisé sur l'autre versant du truc qui est passionnant, c'est le cycle de l'azote. Sur le cycle d'azote, on fait un petit peu n'importe quoi. On dépense des énergies de dingue pour fabriquer de l'azote chimique, fertilisant. Oui, et à l'autre bout de la chaîne, on dépense pas mal d'énergie aussi pour essayer d'épurer l'eau dans laquelle il y a les urines pleines d'azote. Eh bien, c'est
toute l'histoire de l'irrigation à l'urine, valorisation des urines en maraîchage ou en culture. Hein. On a, à l'issue du spectacle, on a mangé des petits sablés de blé irrigués à l'urine. Bref, tout ça est absolument passionnant. On peut passer celle-là parce que je sais que le temps est précieux pour vous. Ça, oui. C'est un peu plus... Voilà. Merci. Non, ce qui est intéressant, c'est d'apporter chacun votre pierre à l'édifice et de montrer finalement que des solutions existent. On parle de l'eau dans tous ses états. J'avais envie de donner la parole à Françoise Lemaine. Vous vous êtes élue à Lannion et vous avez impulsé un projet. On parlait de retrouver l'eau, de côtoyer l'eau, de la voir. Oui, Lannion donc est traversé par le Léguerre, fleuve, et qui a qualité de rivière sauvage parce qu'on s'en est préoccupé depuis de longues décennies. J'en discutais tout à l'heure avec mon voisin. On s'en est préoccupé, sauf la partie du Léguerre qui traverse la ville et qui est perçu comme un obstacle et non pas comme un atout. Il se trouve que Lannion, pour ceux qui ne le savent pas, mais je pense que tout le monde connaît Lannion, est la capitale des télécoms et a la singularité d'avoir vécu très fortement la période dite de la DATAR, aménagement du territoire, sous Charles de Gaulle, puisque c'est lui qui a décidé de poser à Lannion l'industrie des télécoms. Ce qui fait que cette ville, elle est passée en moins de 3 ans de 6 000 habitants à 20 000 habitants. On imagine ce qu'il faut comme infrastructure lourde et très lourde pour absorber cette mutation où le développement économique était perçu comme un fondamental, quel que soit le prix à payer. Donc les terres agricoles, les rivières, tout ça s'est transformé en route. Et donc, on a un Léguerre canalisé avec des grands parkings. De toute façon, si on fait le tour des 3 ponts, on fait le tour de 3 parkings. Sans aucune qualité paysagère et sans aucune qualité, comment dire, citoyenne, sociale, puisqu'on ne fait que poser sa voiture ou traverser la route. Alors que, jusqu'à Charles de Gaulle, Lannion vivait de son économie portuaire et maritime. On a totalement gommé l'histoire maritime et l'économie maritime de la ville au profit de l'économie industrielle. Mais en même temps, on a bloqué par des ponts, on a bloqué toute la navigabilité et la maritimité du Léguerre. Donc, on a souhaité, donc voilà ce qu'est aujourd'hui la vue de Lannion. Et encore, c'est pas un samedi parce que sinon on n'aurait que des voitures, je pense, dessus. Et on s'est lancé au travers, ça rejoint un peu ce que disait Monsieur Lemay, l'intervenant. Monsieur Lemay, oui. Colin Lemay. Tout à l'heure, où on a débuté la réflexion par un schéma de référence. Schéma de référence Lannion 2030, on était en 2015. On n'avait pas un flèche pour mettre en œuvre ce qu'on imaginait, mais on l'a imaginé collectivement avec les citoyens au travers de maisons du projet, d'ateliers participatifs, et d'essayer de retenir la parole de chacun. C'est toute la difficulté de l'élu, parce que la parole de chacun, elle vaut pour chacun ou chacune, mais elle ne vaut surtout pas pour son voisin. Le parking, il vaut pour le commerçant. La bande cyclable, elle vaut pour Trégor Bicyclette, et ainsi de suite. On a parlé des conflits d'usage tout à l'heure. Voilà, mais... les conflits d'usage et le consensus pour avoir un usage commun, respectueux de chacun, est extrêmement difficile. Donc, on a, dans le cadre du schéma 2030 de Lannion, le consensus de tout le monde, quel qu'il soit, a été... Il faut reconquérir le Léguerre au centre-ville. Il faut que le Léguerre redevienne le trait d'union de la ville par un aménagement qui conduit à un lieu de sociabilité, à mettre les voitures un tout petit peu à l'écart. Lannion est une petite ville, hein, donc
On est à le moindre parking gratuit est à moins de 800 mètres de la mairie. Mais c'est très long pour certains. Et donc voilà, le Léguerre demain, mais je ne sais pas si Clément, on s'est fait accompagner par Clément, Phytolab. par Phytolab. Oui. Je ne sais pas si on a une diapo du Là, futur voilà, aménagement. regardez, elle est là. Alors non, ça c'est l'Agnon tel que c'est actuellement, mais le Léguerre a la chance de vivre avec les marées. Oui. Alors, Et là, on doit être sur un coefficient de 110, là, à peu près. Donc l'eau va là où elle doit aller. Elle reconquiert son espace. Et on voit bien qu'il faut lui laisser la place. Ce projet qui ne fait pas consensus dans sa mise en œuvre, fait consensus dans sa philosophie. Et là, on touche la question de l'acceptabilité, de la résilience et on disait tout à l'heure, maintenant tout le monde croit au réchauffement climatique et aux effets et à la nécessité de la lutte contre le réchauffement climatique. Tout le monde y croit, mais c'est quand même beaucoup mieux si c'est chez le voisin chez les autres, oui. plutôt que chez soi. Ce que disait Colin Lemay tout à l'heure, la question de l'acceptabilité, la question des blocages en fait qu'il faut surmonter et le fait de retrouver un rapport avec l'eau qui n'existait plus, ce que vous avez tous démontrer finalement avec des solutions diverses. C'est aussi une façon de retrouver l'eau et de retrouver des aménagements qui créent des aménités. Qui créent des aménités, des aménagements qui créent de la balade. Et quand on se balade, on cause avec les gens qu'on croise. Donc qui crée de la sociabilité. Comme j'ai un peu roulé, j'écoutais la radio, là, ce qui s'est passé les jours derniers sur le territoire français, c'est quand même un peu... On voit bien qu'il nous faut avoir un mode de vivre ensemble qui pacifie la ville, d'autant plus quand on est soumis à l'anxiété d'événements climatiques qui peuvent être violents, même si en Bretagne Nord, on est encore assez protégé des événements climatiques. Ce projet, c'est une volonté politique qui a été affirmée. Mais en fait, on avait déjà travaillé auparavant par obligation. On a eu une grosse buse en métal, là, qui emprisonnait le Stanco, qui est un affluent du Léguerre, qui, de par la corrosion, a provoqué un écroulement de la chaussée et qui, les travaux n'étaient pas prévus au mandat, loin s'en faut, coûtait la peau des fesses, excusez-moi l'expression, mais elle est assez parlante. Et on s'est dit, puisqu'on est obligé, il faut qu'on imagine. Et on a fait le choix du génie végétal en lieu et place du génie civil. Donc, ce que vous voyez là est le Stanco qui a été libéré, qui est devenu un lieu de rencontre, puisque tout ça, c'est un chemin doux, piéton-vélo, qui amène à Perros-Guirec, ce qui est quand même une destination pour l'Agnon et à vélo possible. Et il faut savoir qu'avant les travaux, ce chemin, c'était une départementale qui permettait la liaison de Tréguier à l'est vers le pôle technologique de l'Agnon. Il y avait 2800 voitures qui y passaient. Alors, je ne vous dis pas, là, on a eu moins de soucis à convaincre la population, puisque de toute façon, la route s'était écroulée. Donc, plus facile. Un peu plus facile, dans les réunions publiques, un peu plus facile, oui. Okay. Merci beaucoup. C'est toutes ces questions d'ouvrir les imaginaires, de changer les rapports, de changer de modèle, de paradigme. Je vais donner la parole à Édouard Sor, qui est architecte et qui est artiste également. Édouard, je crois que vous avez fait un inventaire des travaux, des ouvrages hydrauliques dans des régions du globe. Bon, là, on cherche des solutions. On a tous abordé à différentes échelles, finalement, des réponses. Est-ce que vous avez collecté quelque part ces idées de bon sens
quand j'étais gosse, je ne comprenais pas pourquoi l'eau pluviale ne se manifestait pas dans la maison. Et là, je voulais juste répondre par rapport au contexte actuel, c'est qu'il y a une vague de chaleur rare sur le Royaume-Uni et les îles. Et donc, je voulais dire qu'il y avait un enjeu d'adaptation ou de transition. Là, on est sur l'île d'Aran, donc une île où il y a la pluie, mais qui a un socle qui n'absorbe rien. Et les impluviums sont créés même dans cette question, enfin, dans ce contexte-là. Est-ce qu'on peut passer à la prochaine, s'il vous plaît, Clément? En parlant d'éponge, je voulais évoquer l'éponge de Menger-Sierpinski, qui est une vue de l'esprit, mais qui interroge sur ce que c'est que justement une surface ou un volume ou une interface, bref, un objet qui peut interagir avec la manne de l'eau, en l'occurrence, surtout quand elle est pluviale. Et vous allez comprendre avec les quelques photos qui suivent que se mettre dans une case n'est pas évident. Là, on a des vides, un rapport vide-plein qui est celui de la baie, qui va être multifonction en Iran, à Bagdad, en fait dans ce pourtour du monde qui est relativement chaud. Et la présence de l'eau dans l'épaisseur, dans la cavité, a son rôle. Mais on associe de l'air chaud et de l'eau pour provoquer une réaction que l'on connaît, nous qui avons nos pores, donc on a plein de cavités, c'est la transpiration. Et donc il y a quelque chose d'intéressant, c'est quand même quelle est la mesure de transposition des phénomènes qui sont à l'œuvre chez moi, sur mon corps, et dans l'environnement, et dans la maison. Et donc cette auto-similarité et le côté fractal est passionnant. Donc voilà, c'est là où l'inventaire s'impose, c'est qu'en est-il? Recherche-action. Donc là, on avait juste dans la dernière diapo, on avait ce qui s'appelle une glacière en Iran, un yarchal, et en gros, on cultive la glace en Iran dans une région qui fait 50 degrés au soleil l'été. Prochaine, s'il vous plaît. Et donc là, je vais vous exposer rapidement 3 types de cavités, 3 types d'impluvium, 3 types de formes qui sont des formes sur lesquelles je suis tombé un peu par hasard, au gré de mes études et après, parce que du coup j'ai pris du temps. C'est le Haouz, qui veut dire le bassin en arabe et en perse, à Boukhara, les Khetara, qui s'appellent également Karez, qui sont communes au Maghreb et à l'Iran, et les puits vénitiens, que l'on retrouve peut-être qu'à Venise, mais que, pour les 3, le XXe siècle est mis à mal. C'est pour ça que je voulais vous parler de mémoire. Il y en a que l'on refait sans que le côté sismique ou le côté en eau rentre, alors qu'en fait c'est un ouvrage de drainage des sols pour rendre le sol sain, pour que l'on puisse y vivre sans risquer qu'il fonde. Ensuite, c'est l'érosion d'ouvrages qui sont devenus obsolètes parce que le niveau de la nappe que ces ouvrages pompaient a baissé drastiquement et il y a eu un oubli en l'espace de 100 ans. Et là, ensuite, à Venise, c'est les scellés carrément sur les puits. Sachant que l'impluvium, vous le voyez en marbre blanc, enfin en marbre en pierre de d'Istrie blanche, c'était là que l'eau de ruissellement, et pas que celle du toit, hein, celle de la chaussée, venait pour être filtré dans une citerne en sable que l'on va voir tout à l'heure. D'où le puits, d'ailleurs. Donc 3 contextes géographiques différents. J'aime bien les cartes et les carrés, vous l'aurez compris. Enfin, en tout cas, vous allez le voir. Donc on fait un zoom sur des environnements où on voit que l'hydrographie a une importance plus ou moins importante. Prochaine, s'il vous plaît. Et en fait, ce sont des villes de l'an 1000, en quelque sorte, ou en tout cas, elles se sont cristallisées à l'an 1000 avec des écosystèmes. C'est ça qui va être intéressant. Donc tout ça, c'est à échelle égale. Et on va voir qu'à Marrakech et Venise, des ouvrages singuliers apparaissent et constituent le tissu urbain, une forme de morphologie. Enfin, en gros, il y a un contexte et donc une écologie du design urbain, architectural, paysager. Bref. Prochaine, s'il vous plaît. Donc on zoome et on voit l'espace, la cavité dans l'espace public, plus ou moins occupée par des ouvrages cachés, dissimulés, en tout cas éradiqués au XXe siècle, et parfois cachés, parce qu'en fin de compte, c'est des choses qui ont un rapport avec le sol. Prochaine, s'il vous plaît. Et ces sols sont relativement vivants, en tout cas ont été travaillés par les hommes pour recevoir, donc je vous disais, un house qui est un bassin de collecte des eaux drainées par les canaux, une rétara qui est un système de puits et de galeries souterraines qui vont drainer la nappe phréatique pour la cheminée au champ, et les puits vénitiens qui récoltent l'eau de toit, donc la surface de dotazione, comme disaient les Italiens, et il y avait carrément une équation pour dire ouais, je peux faire mon bassin de temps parce que j'ai tant de toit, ou bien je peux faire mon toit
de temps parce que j'ai une surface au sol de temps. Et c'est là où l'interaction est intéressante entre paysagiste et architecte, c'est qu'en fin de compte, on gère la même surface, enveloppe d'interaction, pour peu qu'on lui donne de l'épaisseur. Prochaine, s'il vous plaît. Bon, ben voilà, ce sont des morphologies, elles sont récurrentes, elles sont là, elles peuvent être documentées. Elles le sont depuis peu. Mais avant, les gens s'en fichaient un petit peu. Hein. C'est comme pour le Légué, ou d'autres rivières, on les enterrait. Prochaine, s'il vous plaît. Et voilà, je voulais juste dire que du coup, avec un corpus comme celui-là, et la question de l'architecte, c'est comment est-ce que l'on peut qualifier les choses? Est-ce qu'il y a une utilité à s'intéresser à ces ouvrages? Tout à fait. Parce que moi, de mon bureau, je ne peux pas faire grand-chose et je ne vais pas être expert à l'UNESCO à 25 ans. Donc je me suis, en quelque sorte, exercé à essayer de voir s'il y avait une grammaire des formes. Et donc, j'imagine qu'il y a un rapport hydrophobe qui a été magnifié par l'ordre classique, le déport de l'eau. Voilà, c'est une interaction lambda. Tout le monde peut la faire, c'est... Oust. La seconde, c'est, ben non, j'en ai pas beaucoup, je vais la canaliser. Comment je fais? Gouttière peut-être, mais toit terrasse peut-être. Enfin, il y a un vocabulaire de forme qui s'installe. Prochaine, s'il vous plaît. Et peut-être même, il y en a tellement que je dois faire avec dans l'épaisseur. Bon, on est sur une troisième interaction. Il y en a 4, mais je ne vais pas toutes vous les décrire. Parce que en fait, c'était hypothétique. C'est une manière de voir les choses. Donc, prochaine, s'il vous plaît. L'ouvrage dont je vous ai parlé à Marrakech, c'est Anne-Elisabeth, un ouvrage vernaculaire dont l'existence remonte à l'extraction d'argent en Oman, ou pas, ou tout simplement le besoin d'eau en Iran, mais que des conquêtes, des vecteurs de civilisation ont amené ailleurs. Là, c'est le relevé d'une rétara sur laquelle j'ai fait mon diplôme à Marrakech. Et vous voyez bien, il y a une surface, un souterrain. Et donc, c'est un ouvrage paysage, on peut l'intituler comme tel, qui, étant obsolescent, mérite qu'on s'y intéresse parce qu'il a laissé sa marque sur le territoire. Donc, du coup, qui va s'en emparer? Ben, le problème, c'est que le XXe siècle est passé par là et qu'en fin de compte, à moins d'avoir une vue de l'esprit, en fin de compte, les enjeux du foncier et de la gestion de l'eau sont tels, et le renfort de millions dont vous parliez un peu plus tôt, font que le problème reste total. Ces ouvrages sont obsolètes, on ne peut rien en faire, hormis peut-être, en géo-ingénierie, voir si on ne peut pas s'en servir pour de la réinfiltration de la nappe, puisqu'elle a baissé. La question, c'est aussi, est-ce qu'on peut s'inspirer des solutions? Elles sont hyper contextualisées, on l'a bien vu. Bah oui. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ces solutions-là, qui sont vernaculaires et qui sont de bon sens, qui sont faites probablement pensées pour un contexte avec des matériaux locaux et des contextes météorologiques, ils sont une source d'inspiration pour les concepteurs qui sont parmi nous? Mais je pense que c'est la question qu'ils nous posent qui est une source d'inspiration, parce qu'on ne peut pas s'en servir en tant que tel, hormis si on se remet nous-mêmes en question, et on le remet en question, à savoir, on les réactive, mais on les altère. On les altère, il faut assumer le choix. Dans cette planche, on voit que l'altération, elle est quasiment psychologique, puisque d'un ouvrage qui a acheminé l'eau, on voit qu'il est devenu le cimetière des bouteilles d'eau. Donc, en termes de sémiologie, ça parle pas mal, mais je pense que la sémiologie est intéressante parce que, voilà. Et donc, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que oui, on peut en faire une solution si on altère les choses. Je vous montre les images rapidement pour la suite, parce que c'est ça le propos. Comment est-ce que l'on va pouvoir, sur un puits érodé, que vous voyez en bas à droite, envisager d'avoir une pièce de mobilier urbain ou d'infrastructure pour le déménagement qui vont permettre, en plus de mouvements de terrain, de générer une eau qui a disparu avec de l'eau usée, de l'eau grise en l'occurrence. Donc il y a des équations, comme à Venise, à mettre en place. Et combien d'hôtels peuvent renvoyer de l'eau grise pour générer de l'eau pour un bidonville, qui en l'occurrence voilà, soit là. Donc c'est social et ça demande une solidarité. Et dans les prochaines diapos, on parle de ça justement. C'est à la fois le côté... interroger les gens sur leur mémoire, c'est ce que je fais avec un protocole de photo dans lequel je leur demandais qu'est-ce que tu as en mémoire, qu'est-ce que tu as en imaginaire et qu'est-ce que tu as en délire. En gros, arriver à interroger anonymement des gens pour qu'ils s'expriment sur un sujet. C'est également de voir comment l'objet d'adaptation peut prendre une forme pour ne pas être in situ. C'est ce que j'appelle le déménagement du territoire. C'est l'objet de paysage est trop grand, on ne peut pas l'aborder parce que politiquement c'est difficile. Comment est-ce qu'on va l'amener comme sur la table pour en débattre?
c'était très intéressant parce que ça rejoint vraiment le propos liminaire, en fait, de la question d'ouvrir aussi les imaginaires, de retrouver dans notre mémoire des systèmes qui existaient, de retrouver du bon sens, pas que, parce qu'il y a beaucoup d'ingénierie, beaucoup de projets de conception, il y a beaucoup aussi de travail d'intelligence collective. Merci beaucoup. On va alors clôturer ce temps d'échange par quelques questions dans le public. Bonjour, Sébastien Argan, paysagiste, concepteur sur la terre ferme. J'ai juste une question. On a été sollicité sur un projet en Bretagne, dans le Morbihan, sur un aménagement autour d'un étang. Et en rencontrant les services de l'État sur cet aménagement, on a été invité à questionner l'idée d'effacement. Alors, moi je ne suis pas hydraulicien, on a quand même eu des spécialistes à travailler avec nous, mais la question, je suis très très mal à l'aise avec ce sujet-là. On a essayé de trouver d'autres solutions que de tout effacer, parce que j'ai l'impression que c'est des choses qui se répètent, des fois on fait des choses, des fois on efface. Et donc je voulais savoir votre point de vue là-dessus. Donc du coup, l'effacement, en fait, il s'avère que les plans d'eau, ils sont soit naturels, soit artificiels. Et lorsqu'ils sont artificiels, ils sont soit réalisés ce qu'on appelle en dérivation, c'est-à-dire il y a une prise d'eau qui alimente l'étang, et puis ensuite il y a un canal, un objet de surverse qui ramène l'eau au cours d'eau. Ou alors ils sont réalisés en série, c'est-à-dire sur le cours d'eau, comme un élargissement du gabarit du cours d'eau. Aujourd'hui, effectivement, depuis les années 2000, et la directive cadre européenne sur l'eau, on est invité à supprimer les ouvrages transversaux, on va dire obsolètes, sans usage, ou ayant un impact profond sur justement la qualité fonctionnelle des cours d'eau. Donc, soit vous avez eu affaire à des représentants de la réglementation qui appliquent strictement la réglementation. J'avoue qu'en ce qui me concerne, je partage parce que je défends les cours d'eau. Soit autrement, on est dans un système un peu abusif. Après, je ne sais pas quelle est la réalité de ce plan d'eau. Ce qui est sûr, c'est qu'un cours d'eau, ça creuse, ça transporte, ça dépose. C'est un système fonctionnel dès lors que hydrauliquement, on retrouve une continuité des écoulements, une continuité sédimentaire, une continuité ce qu'on appelle des faciès d'écoulement. Donc un plan d'eau peut être sur un cours d'eau, oui, tout à fait un obstacle ou, peut avoir des impacts préjudiciables pour la vie du milieu. Après, lorsqu'on travaille sur des effacements, on peut aussi imaginer chercher des doubles bénéfices. C'est-à-dire, par exemple, on peut reconstituer le lit du cours d'eau dans les emprises de l'ancien plan d'eau et en même temps reconstituer des milieux humides, pourquoi pas des espèces de mosaïques de micro-étangs ou de micro, ou de succession de mares, des choses qui ressemblent quand même un peu à des milieux aquatiques qu'on dira l'antique, comme des plans d'eau. Et qui permettent justement aussi de reconstituer des milieux humides, qui permettent de participer à la qualité de l'eau, à donner une autre valeur d'ailleurs paysagère et même d'usage. Voilà, c'est possible avec un peu d'ambition d'arriver à alors je ne vais pas appeler ça une solution mixte, mais une solution à plus large spectre que simplement la disparition du plan d'eau. Ah, il y a une question par ici. Donc, Mathieu Quinquis, paysagiste et chargé de mission gestion de l'eau pluviale à l'agglomération de Vannes. J'avais une question sur comment est-ce qu'on, un peu à tout le monde, comment est-ce qu'on peut faire pour massifier l'infiltration de l'eau en ville. Dans tous les projets urbains, on a vu quelques exemples. Est-ce que vous avez des solutions, des pistes pour massifier ces techniques ? Il y a 70% des zones humides du territoire qui ont disparu en 100 ans, et aussi 70% des kilomètres de haies, par exemple, 70% de la biodiversité. Enfin, chaque fois qu'on regarde, on tombe toujours sur les mêmes 70%. Et est-ce que la ville pourra produire en ruissellement et qu'elle pourra peut-être pas infiltrer qu'elle pourra peut-être pas infiltrer pour des épisodes exceptionnels, c'est peut-être intéressant de se baser sur le réseau hydrographique qui est l'hydrosystème de base. C'est-à-dire, quand on me dit zone humide,
en fait, ça revêt tout un éventail de paysages qui sont les bras morts de rivière, les tourbières, les répicilves, les lits majeurs. Enfin, c'est énorme. Donc, en fait, c'est laisser de la place autour des cours d'eau qui pourront probablement encaisser ces gros aléas et servir de lieu d'infiltration et de filtration, d'ailleurs, enfin d'épuration et de recharge des nappes. Voilà. Et après, en ville, si on va au bout du bout, c'est-à-dire si le maximum de surfaces sont poreuses, etc., et qu'on arrive à avoir de la pleine terre, c'est un vrai sujet chez les paysagistes, la pleine terre, pour les arbres, bien sûr, enfin pour tout ce qui est végétal, mais aussi pour l'eau. On doit pouvoir minimiser les rejets, on va dire, autour de la ville, quoi. Je veux bien amener un complément. C'était alors déjà le cadre décisionnel, c'est-à-dire de plus en plus de collectivités se penchent, appréhendent, voire prennent la compétence pluviale, en tout cas l'organisent, etc. De plus en plus d'intercos, ce qui n'était pas le cas jusque récemment. Donc ça donne, ça veut dire que les intercos embauchent du monde pour ça, etc. Bon, donc. Mais peut-être pour compléter, Marie, nous dire que pendant des décennies, ce qui nous est arrivé, c'est que la pluie exceptionnelle, la pluie forte ou la pluie décennale, qui était une référence de dimensionnement, elle a phagocyté le processus de conception. C'est-à-dire qu'on ne pensait plus que par la pluie exceptionnelle et son risque d'inondation. À partir de ce moment-là, c'est comme si on disait, moi je fais le comparatif parfois, c'est que le risque incendie n'est jamais nul. Donc on a des extincteurs. Et ça ne veut pas dire que l'extincteur est un élément majeur de la structure du bâtiment. Alors qu'en hydraulique, la pluie décennale est devenue la seule pluie qui existe et pour laquelle on fait tout. Et alors là, on est dans des moments rares, mais où effectivement il y a à gérer des quantités d'eau incroyables, etc. Donc il faut, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on est en train de remettre à l'honneur la petite pluie. On l'a vu par toute une série de photos. C'est très important parce que c'est elle qui recharge les nappes, c'est le cumul des petites pluies, et qu'il faut que ça devienne l'élément central de la conception, sans ignorer la grosse pluie. Et alors là, la réponse sera peut-être pas la même. Bref, pour pas être long, c'est revenir à la notion de système mineur et de système majeur. Et le système mineur, c'est que oui, on peut infiltrer les pluies dans le jardin de chacun. Sauf que le système majeur, c'est que peut-être, à un moment donné, dans des régions où la pédologie n'est pas trop perméable, peut-être que par forte pluie, ça ne marche plus, que c'est limité, qu'il faut, il faut une porte de sortie pour l'eau et l'emmener autrement. Système mineur, système majeur. Je complète dans la foulée. Un petit 70-30 aussi. 30% de la solution se situe dans l'espace public, rapport à la surface, et 70% chez les privés. Donc effectivement, soit il y a du jardin en pleine terre, soit il n'y en a pas. Je ne vais pas vous dire qu'une interaction consisterait au bâtiment à manger l'eau et à la stocker dans l'épaisseur de son enveloppe. Ça me paraît assez peu réaliste. Je vais plutôt vous répondre que des Canadiens ont développé une typologie d'espace qui n'est pas le bassin versant urbain, mais qui est une subdivision qui répond à différents critères et qui s'appellerait l'IMU, qui permet de réfléchir à l'échelle d'une conurbation justement sur ces facteurs de saut d'échelle entre ce qui relève de la grande pluie décennale ou de la surface de l'espace public qui est gérable et les instances plus petites. Donc renseignez-vous sur cette nomenclature qui est un outil de travail. Je partage tout ce qui a été dit. Je rajouterai juste une petite chose, en fait. Désimperméabiliser, c'est la base. Et ensuite, c'est de faire en sorte qu'on donne le plus lent chemin à la goutte d'eau. C'est-à-dire qu'en gros, effectivement, on doit tout faire pour qu'elle n'arrive pas rapidement au cours d'eau et participe donc à des conditions de débordement plus amples que dans des systèmes naturels. Et ça veut dire que ce parcours, il doit être réfléchi effectivement à travers, certes, des parcelles privées, des espaces publics, des systèmes de haies, des systèmes de surinondation même localisés. Donc faire en sorte que la goutte d'eau soit son trajet soit le plus lent possible jusqu'à la rivière. Et sachant qu'on travaille à la fois sur l'infiltration, mais aussi sur les autres processus, l'évaporation, la consommation par les végétaux. Et l'idéal, c'est de travailler sur la palette complète des dispositifs.
Peut-être encore une question? Oui, Laurent Pétremont, Rennes Métropole. J'aimerais apporter ma pierre à l'édifice par rapport à la massification de l'infiltration. L'infiltration, elle passe avant tout par le sol. Le sol, il faut qu'il soit vivant pour pouvoir permettre à l'eau de s'infiltrer et de rester. S'il n'est pas vivant, il ne va pas jouer son rôle. Pour qu'il soit vivant, il faut qu'il soit nourri. Bien souvent, ce qui se passe en milieu agricole, c'est qu'on est face à une semelle de labour qui empêche l'eau de retourner à la nappe phréatique. Et ce qui fait la porosité du sol et sa structure, ça va être tous les êtres vivants du sol qui vont apporter des cols et qui vont structurer le sol. Et si on ne renouvelle pas cette colle qui n'est pas pérenne, eh bien à ce moment-là, les sols se tassent et ne peuvent plus retenir l'eau et ensuite la redistribuer. Donc le sol, pour moi, c'est la priorité. Merci. Est-ce qu'il y a... Ah oui. Oui, dernière question. Manuel Jouot, paysagiste, concepteur et ouvrier pour l'association Les Animés. Que pensez-vous des méga-bassines ? La cuve de 4000 litres d'eau de pluie au pied de chez moi, c'est pas la même chose qu'une méga-bassine. C'est du stockage dans les deux cas. Mais donc, de quoi parle-t-on ? Il y a tout un panel. Et ensuite, ne pas oublier, puisqu'on arrive à l'agriculture, là, que l'objet méga-bassine dont on parle, il est hyper technique. C'est des grands terrassements, c'est des bâches d'étanchéité, c'est des pompages, c'est de la technologie. Et ne pas oublier, et on oublie souvent, que ça peut être pour l'exploitant qui serait concerné la fausse bonne idée. Et ça, on l'occulte. Qu'est-ce qu'on va encore mettre dans les pattes de ces gens-là comme endettement et comme objet technique? Il va falloir entretenir la bâche d'étanchéité, maintenant sur les pompes, etc. Et ça, c'est quand même un tout petit peu occulté. Et puis, monter calmement en compétences collectivement, ça veut dire effectivement d'avoir échappé, bon, maintenant, hélas, ça a eu lieu, mais à ce que les plus hauts dirigeants disent comme si c'était facile, quoi, comme si c'était facile. Bien sûr, il faudra des outils de travail type méga-bassine. C'est évidemment vertigineux d'ignorance et donc après on est dans l'étape où il faut remonter la pente pour pas être trop long, puisqu'on vient d'en parler abondamment. Le meilleur outil de stockage, mais ça suppose des défis, vous devez en parler, c'est le sol. Voilà. Oui, tout est dit. Ouais. Le réservoir commun, c'est la nappe phréatique et c'est celle qui garde l'eau propre, fraîche, sans évaporation, sans évapotranspiration, sans moustiques, sans pompe. Voilà. Donc, mais par contre, c'est un réservoir commun, c'est-à-dire, il n'est pas pris par certains. Voilà, c'est le bien commun. Et voilà. Là, ça devient, c'est beaucoup plus politique comme question, en fait, finalement. C'est la question du partage de l'eau. Mais techniquement, c'est une hérésie, et politiquement, c'est un choix qui se discute. Une méga-bassine, ça se voit, et une récolte, ça se voit aussi. Or, pour parler de la manière dont les projets peuvent être participatifs, souvent, il faut arriver à trouver des leviers pour parler de ce qui est invisible, à savoir, par exemple, la nappe phréatique qu'il faut ménager. Et ce qui est assez affreux avec ces méga-bassines, c'est le battage qu'on est fait. C'est le fait qu'on ne déploie pas l'argumentaire et comment c'est fait techniquement à chaque fois et que ça se voit. Donc ça semble être tangible et là, alors qu'en fin de compte, c'est le meilleur moyen pour que l'eau s'évapore, en fait. Donc l'argument c'est tangible, mais c'est un contre-argument qui est présenté et personne ne se rend compte. Peut-être à une plus petite échelle en tant qu'élu et sur la question de la perméabilisation. Quand on fait des lotissements communaux, on fait un règlement de lotissement. Et à Lannion, en tout cas, on a pris le parti de l'imperméabilisation, la perméabilisation et l'infiltration à la parcelle. C'est une obligation que la ville prend et sur laquelle on ne reviendra plus. Il y a la question, on est sur des petites échelles, mais les petits ruisseaux font les grandes rivières. Quand on voit l'imperméabilisation des cours, alors qu'on est à la veille du zéro artificialisation nette,
on a sûrement un travail pédagogique à faire avec l'ensemble de la population. C'est pareil pour les cours d'école. Nous, on est en train de revégétaliser des cours d'école. C'est vrai que les conseils d'école, ouais, mais mon gamin va rentrer avec les pieds mouillés. Voilà. On a alors là, d'un point de vue politique et d'un point de vue citoyen, une grande responsabilité et une éducation à faire. Non, pour faire soft, il existe toujours des questions de seuil. C'est vrai que je partage la première intervention, c'est-à-dire qu'on peut imaginer avoir des petites retenues collinaires en certains secteurs, sous certaines conditions. Après, ce qui est sûr, c'est qu'à partir du moment où on s'octroie un volume d'eau, on le vole à quelqu'un et on le vole à un système. Aujourd'hui, il y a un vrai travail pour essayer de participer à la réalimentation des nappes. Je crois que selon les derniers calculs, si on voulait revenir, on va dire, à ce qu'était le volume des nappes il y a 40-50 ans, il faudrait que toute la population française arrête son robinet pendant 10 ans. Ce qui, quand même, représente des abysses. Et après, ce qui est sûr, c'est que ça pose la question, une question qui est économique, sociétale, c'est à qui appartient l'eau, pourquoi, qu'est-ce qu'on en fait, et ensuite effectivement c'est une hérésie écologique à plusieurs titres, mais il y en a deux principaux. Le premier, c'est qu'on est en train de parler de structures étanches, parce que le but c'est de retenir l'eau, donc du coup il n'y a plus de rapport avec le sol et il y a toute une faune benthique qui va disparaître. C'est des questions aussi de réchauffement d'eau. Quand on connaît la qualité des eaux, plus elles se réchauffent, moins il y a d'oxygène dans l'eau, moins il y a de vie. Et qu'est-ce que je voulais dire de plus? Et ensuite, quand je dis on la prend à quelqu'un, c'est-à-dire quand on va la pomper dans les nappes, il y a une réalité, c'est qu'elle finit pas immédiatement à la rivière, où elle finit selon des cycles hydrologiques très différents de conditions naturelles. Donc nécessairement, on impacte le milieu. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Maude Le Floch, urbaniste, scénariste, fondatrice du Polo, le pôle des arts urbains. Merci de l'invitation. Je ne suis pas paysagiste, je suis pour autant proche de ces questions. Donc j'ai une formation en aménagement du territoire, la même que celle qu'a fait Nicolas Debier. J'ai fondé le Polo, qui est le pôle art et urbanisme, qui n'est pas le pôle des arts urbains, mais pôle art et urbanisme, et qui travaille à l'échelle nationale. Il est soutenu, il a été mis en place avec le soutien de deux ministères, le ministère de la Culture et le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Le Polo intervient donc sur une dimension culturelle de la transformation des territoires, et donc mobilise les outils de l'art, de la culture, de la fiction, du récit, de la narration, pour aborder des enjeux techniques, des enjeux de transformation et des enjeux de transition. Comment est-ce qu'on peut travailler à la curation des territoires en agrégeant des talents et en prenant appui sur les contextes, en prenant appui sur les enjeux qui sont les puissances dramaturgiques, entre guillemets, qui permettent d'agir et qui permettent d'introduire aussi du jeu subjectif dans l'objectivation de ces transformations. Un exemple simple, nous avons travaillé sur un PPRI, un plan de prévention risque inondation, sur le Val de Tours. Donc vous connaissez tous ces outils réglementaires qui sont des outils techniques sur lesquels tout le monde se met d'accord, s'accorde, qui sont donc en général régis par l'État, les DDT, les DREAL, etc. Et donc il a été, comme l'évoquait Colin Lemay en introduction, l'hypothèse a été de travailler pendant 1 an sur un PPRI et si on faisait un jour inondable, et donc de travailler la logique de mise en public de cette culture du risque, et donc d'avoir pendant 24 heures un jour inondable avec des publics qui participent, avec l'ensemble des services sécurité civile, Croix-Rouge, radio, école, etc., qui se mobilisent pour fabriquer
une mise en scène, une mise en situation, une mise en simulation, jusqu'à aller dormir dans un gymnase d'évacuation, assister à un plateau de radio d'urgence avec des élus qui jouent le jeu du risque d'être évacués par les bus de la ville, etc., etc. Donc des mises en situation qui, de fait, pour les participants, donc il y avait plus de 1000 personnes qui ont participé, permettent de prendre le risque plutôt dans le ventre que dans le cerveau. Enfin, voilà, donc peut-être faire descendre aussi les choses. Dans ce que j'ai entendu aujourd'hui, et là ça me rapproche aussi de mes chères études, les questions qui tournent autour du changement me rappellent l'école de Palo Alto. Je vous invite à lire ou relire cette approche en psychologie, sociologie comportementale, qui est de travailler les changements. L'école de Palo Alto, donc Palo Alto aux États-Unis, avec Paul Václavic notamment, Gregory Bateson, ont travaillé sur la façon comment on accède au changement. Et souvent, comme le disait Colin Lemay, on renforce, on fait plus de la même chose. La solution est pire que le problème. Et donc la climatisation en est un bon exemple. Et comment aller vers du changement, le changement de ce qu'ils appellent de niveau 2. Et donc là, c'est plutôt avoir recours à des objets de décadrage, à des renversements de perspectives, à des inversions. Et pour cela, mobiliser la force justement du pas de côté, du décadrage, du décalage, de l'humour parfois. Et en cela, ça rejoint les logiques de Fou du Roi, de Carnaval, etc. Donc vous voyez en quoi l'art et la culture, j'arrive en étant aménageuse du territoire, à les mobiliser dans des outils, dans des dynamiques de transformation et de transition. Et donc ce sont des ateliers sur les territoires, des démarches ateliers des territoires avec la DGALN, sur lesquels nous travaillons souvent à partir de ces hypothèses. Et si on faisait telle ou telle chose, et si on a travaillé ensemble à Montpont, en Dordogne, et si de cette ville, on faisait un parc habité. Et donc, c'est de transformer justement le schéma mental, la représentation, la perception, et de mettre tout le monde en contribution et en implication. Et donc, on parle souvent d'art appliqué, là, on parle d'art impliqué, et donc de s'impliquer une fois de plus avec le ventre qui est le deuxième cerveau. Donc peut-être sur l'exemple du Parlement de Loire, c'est une illustration. Donc c'est un travail assez patient mené à partir de 2019. Donc Loire, vous connaissez, donc Bruno Ricard, donc enseignant à Blois. Donc l'école du paysage était partenaire, la mission Val de Loire partenaire, la MSH, la Maison des sciences de l'homme, l'Université populaire, etc. Enfin, donc un collectif issu de la société civile se dit, voilà, il y a un paysage de l'alerte ici, il y a effectivement un stress hydrique, des débits naturels qui diminuent, une biodiversité menacée, des pollutions, des pesticides, des vignobles, etc., etc. Un bouchon vaseux sur Nantes qui a failli créer une alerte, un plan hors-sec l'an dernier, etc., etc. Et qu'il y a une représentation souvent de la Loire comme un fil qui prend sa source à Montgerbier-des-Joncs et qui se jette dans l'estuaire. Et donc aussi avoir la représentation du bassin versant, du système d'interdépendance, de l'hydrosystème, etc. Et qu'il y a de connexions et des interconnexions, des interdépendances. Donc c'était déjà de travailler sur ces changements de représentation. Et donc l'hypothèse de départ, inspirée par les travaux de Bruno Latour, qui a, au moment de la COP 21, imaginé un parlement des choses. En gros, c'est dire les choses, les éléments non humains qui constituent les systèmes sociaux ne sont jamais représentés dans les instances qui les représentent, ne sont jamais représentés dans les instances qui ont en charge la gestion de ces entités. Et donc, comment inviter le non-humain à prendre la parole, à avoir des voix et à pouvoir être représenté. Et donc, on a travaillé à partir
on a exemplifié, on a pris la Loire, voilà, un bon petit sujet, justement, un morceau de territoire, un territoire de l'alerte, un paysage de l'alerte. Et donc, et si on faisait un Parlement de Loire? Et donc, c'est la question posée, donc transposée de cette pensée, la tour d'Escola, vers parler un territoire plutôt écocentré et donc décentrer l'approche humaine et le regard humain sur le territoire. Et donc, à partir de là, un dispositif qui s'est étalé pendant 1 an, 2 ans, avec des cycles de conférences, des auditions publiques, une commission, un auteur qui s'appelle Camille de Toledo, que l'on a invité. Camille de Toledo, je lui demande, est-ce que tu peux venir nous aider à monter ce Parlement de Loire? Qu'est-ce qu'un Parlement de Loire? J'ai dit, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est un travail de renversement de quelque chose. Donc, vous voyez, une fois de plus, l'école de Palo Alto, le retournement, l'invitation au paradoxe systémique, en quelque sorte, à retourner les choses. Donc, viens nous aider à monter ce Parlement de Loire. OK, on ne sait pas, on y va. Et donc, dans cette indéfinition, et je mets aussi ce mot-là volontiers parce qu'il est assez intéressant à travailler, dans cette indéfinition, il y a pu y avoir contribution de toute une série d'acteurs, des acteurs qui sont en charge d'eux, mais aussi des acteurs qui ne sont pas en charge d'eux, des citoyens, des vulgaristes. Alors, les non-humains, pas encore, mais on y travaille. Et donc, toute une série de travaux se déroule aujourd'hui. Donc, il y a eu ce premier acte, donc avec ces auditions du Parlement de Loire. Il y a eu 12 auditions, des juristes, Valérie Cabanès, Marie-Angèle Hermite qui travaille l'animisme juridique. Il y a eu évidemment Bruno Latour, Frédéric Aïtouati, il y a eu Mathieu Duperex, donc des artistes écrivains. Il y a eu Sacha Bourgeois-Gironde qui travaille sciences cognitives et avec une approche aussi économique et qui a été beaucoup inspiré par, deuxième inspiration, la question des droits d'un fleuve. Parce que ça aussi, ça vient bousculer et si un fleuve avait des droits. Donc ça existe en Nouvelle-Zélande, le Whanganui, ça existe ailleurs. La lagune Mar Menor, sud de l'Espagne, a obtenu une reconnaissance de personnalité juridique. Et donc cette question des droits pour une entité naturelle participe aussi à bouleverser et à transformer et à inverser les propositions. Donc attention, un fleuve, une entité qui obtient des droits, on la traite plus pareil, on la regarde plus pareil, on va y faire attention ou en tout cas on va la considérer. Et donc tout ça est une sorte de vrai faux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est là où j'adore inviter ces mondes artistiques qui savent travailler des outils de la fiction, et ces outils de la fiction performent jusqu'à toucher le réel. C'est-à-dire que la fiction, la narration, le récit, à un moment, et le et si, il devient si, et pourquoi pas, et peut-être, et si on essayait, on va expérimenter, et possiblement ça peut cranter vers des réalités. L'idée, donc, il y a eu donc un bouquin de 500 pages ultra référencé. Camille de Toledo a fait le récit de ces rapports des auditions du Parlement de Loire que je vous invite à vous procurer. Le fleuve qui voulait écrire. Il y a eu une remise, il y a eu toute une série d'actions. Donc vous avez vu des universitaires, il y a eu des colloques, il y a eu aussi des marches, il y a eu des cartographies sensibles, il y a eu des ateliers de tannerie de peau de silure, il y a eu des bains en Loire, il y a eu des bivouacs sur des îles, seuls sur une île. Enfin, on a vraiment, on s'y est mis avec la tête, le cœur, le ventre, les pieds, etc. Et le diapo suivant. Voilà. Et donc, on est même allé plus loin à travailler. Donc ça, c'est un exercice public, les assemblées de Loire, un cercle de justice restaurative. Parce que souvent, les procès qui sont faits à la nature, justement, à ceux qui atteignent les droits de la nature, là, on s'est dit plutôt travailler la notion de justice restaurative. Donc, ce sont des nouveaux procédés aussi pour mettre du dialogue entre les bons, les méchants, etc. C'est pas si simple.
et jusqu'à aller à l'écriture d'un projet urbain. Et donc c'est un projet urbain qui, à Tours, c'était sur un exercice, un AMI Devenir Tours, sur un bras d'échangeur qui est à proximité de la Loire, qui est un endroit frontalier entre Tours, Saint-Pierre-des-Corps, enfin très routier, complètement inhabitable, inhabité, pollué, bruyant, etc. Et on a fait l'exercice de travailler ce territoire en essayant de retourner le gant et en disant c'est là qu'on va installer le Parlement de Loire. Et donc, dès lors qu'un Parlement de Loire est installé ici et qu'il y a une construction, qu'il y a des réalisations, que l'ensemble des matériaux sont travaillés aussi sur cet état d'esprit d'un Parlement de Loire, donc qui considère les interdépendances, qui considère les environnements, qui considère le sol, qui considère l'eau, qui considère l'air, qui considère le non-vivant, etc. Qu'est-ce que cette architecture ou ce projet urbain, parce qu'on est allé au-delà de l'architecture, peut amener comme retournement pour attraper et envisager, impulser, inciter de nouveaux usages et de façon assez contributive. Et là où on était ravis, c'est que ce projet a été lauréat face à Kaufmann & Broad, Vinci, etc. Voilà. Donc le projet n'est pas réalisé parce que la municipalité a changé et les élus ont eu un petit peu peur que ça aille trop vite, trop loin, non maîtrisé. Mais en tout cas, les graines sont semées et l'état d'esprit se continue, se poursuit. Et l'acte 2, c'est une grande remontée de Nantes à Orléans, c'est un essaimage sur le bassin versant, c'est des collectifs qui inventent aussi leur propre fiction. Et donc, il y a quelque chose d'assez inattendu, assez joyeux, qui donne un peu de courage. Voilà, merci beaucoup et merci à vous. Merci Maud. Merci. Je crois qu'on a été croqués. Je pense qu'on a été croqués pendant la discussion. Fabienne Régnier, qui est facilitatrice graphique. Outre l'écriture, outre l'engagement à la parole, est-ce qu'il y a d'autres outils que vous avez développés Oui, c'est ce que je disais, c'est à la fois donc intellectuel, conceptuel et physique. Aujourd'hui, il y a pas mal d'équipes qui s'emparent d'une façon ou d'une autre, que ce soit l'école de Loire qui propose d'aller bivouaquer à quelques-uns, ça reste assez confidentiel, quelques-uns, d'aller bivouaquer, de faire l'expérience de dormir seul sur une île. En présence de l'environnement. Il y a eu un travail avec l'agence d'urbanisme, j'en parlais avec Henri Bava tout à l'heure, sur la question de la baignade urbaine. Toutes les agglos qui pensent baignade urbaine, comment est-ce qu'on... Alors c'était assez marrant cette histoire. Je prends 2 minutes. Donc, suite aux travaux du Parlement de Loire, donc ce récit, ces auditions, ce rapport, l'agence d'urbanisme demande, donc agence technique, demande à ce que le Parlement de Loire saisisse l'agence d'Urba pour qu'il travaille la question de la baignade urbaine. Donc, une agence d'Urba demande à une fiction d'être saisie par la fiction pour travailler un sujet réel. Et donc là, ça commence à devenir, vous voyez, c'est assez intéressant. Et donc, il en a découlé donc un système d'audition, un système donc écouter des élus qui avaient de Juigné-sur-Loire, qui avaient sur lequel il y a eu 10 victimes, 10 noyades il y a très longtemps et qui restent très traumatiques. Écouter justement la sécurité civile, d'écouter les biologistes sur les questions de qualité de l'eau, etc., etc. Donc il y a eu toutes ces auditions. Et à la fin, pour dire, qu'est-ce que ça fait à la Loire de recevoir des baigneurs, et donc de retourner aussi, pas seulement de penser qu'est-ce que ça fait aux humains d'aller se baigner, mais de penser qu'est-ce que ça fait à la Loire, et donc d'aller jusqu'à proposer des contrats
des contrats comme des contrats naturels, des contrats de baignade entre humains et écosystèmes. Et donc, donc tout ça, ça reste encore des hypothèses, mais ça peut derrière être associé à un rituel de Loire. Tu viens te baigner en Loire, donc tu es en conscience de ce... donc un porté à connaissance, donc une pédagogie, et donc possiblement une transmission derrière et participer à être part d'un grand tout. Eh bien merci Maud, bravo.